avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, je reçois Marine et Romain, un couple uni par l'amour, par la parentalité et qui est confronté aux défis qu'elle impose. Ensemble, ils nous partagent leur parcours éducatif, des décisions sur le sommeil partagé, l'allaitement et les tensions nées de l'arrivée de leur deuxième enfant. Nous explorerons bien entendu les nuits sans sommeil, le refus de laisser pleurer les enfants et l'impact de ces choix sur leur dynamique familiale. Nous chercherons ensemble à mettre en lumière la lutte commune de Romain et Marine pour maintenir la cohérence en matière d'éducation, tout en s'adaptant aux différences individuelles de leurs enfants et même aux différences individuelles des parents. Nous plongeons dans une discussion honnête sur la gestion des conflits, les questionnements sur le concept de consentement et le rôle du soutien mutuel dans le couple. À travers cet échange, Romain nous révèle ses difficultés à rester en phase avec les pratiques parentales, on va dire modernes, et celles de Marine en l'occurrence. Et Marine nous exprime sa frustration face aux réflexes parentaux qu'elle peut avoir, ceux de Romain aussi, et les défis aussi de distinguer le couple parental du couple romantique. Ensemble, Yael s'engage à parcourir le sentier escarpé de la parentalité. Alors, il y aura quelques suggestions dans notre échange pour que ce sentier puisse un petit peu évoluer. Et il s'engage aussi à mettre en œuvre des moyens pour renforcer leur complicité et leur compréhension mutuelle. En effet, pendant l'épisode, on va avoir un petit échange sur des solutions potentielles, notamment pour que Romain puisse évoluer. Une sorte de mini-coaching, suggestions, discussions assez intéressantes. Alors vous, ressentez-vous aussi des difficultés similaires dans l'éducation de vos enfants? Marine et Romain vont-ils trouver de nouvelles méthodes pour surmonter ces obstacles? Comme je le disais, nous allons même mettre en place un objectif spécifique. On se donne rendez-vous dans l'épisode pour le découvrir et à la fin pour savoir s'il a été atteint. Restez à l'écoute de Papatriarcat pour une plongée profonde dans la réalité nuancée de la parentalité au sein d'un couple moderne qui se questionne et qui veut avancer ensemble. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description de l'épisode. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Romain Marine, comment ça vous est venu ce désir ensemble de faire des enfants? Comment est-ce que vous avez abordé le sujet dans votre histoire? Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors moi, c'est un sujet qui, me titille depuis, bien, bien longtemps. Je pense que depuis que, je suis même ouais, assez jeune, hein, 12-13 ans, je pensais déjà au jour où j'aurais des enfants et vers cet âge-là, j'ai un petit frère qui est né, du côté de mon papa, parce que mes parents sont séparés, sont divorcés et donc j'ai un petit frère, du côté de mon papa et ça a été, comme un cadeau, tombé du ciel pour moi. J'ai pris énormément de plaisir à passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec lui, à m'en occuper, à jouer, à être à ses côtés quand il apprenait à lire, à compter, à calculer, et je pense que ça a été un peu le déclencheur de plein de choses pour la suite où, je me suis vraiment rendu compte que j'aimais le contact, aux enfants et l'apprentissage de plein de choses à leur côté et voilà, c'est venu un peu naturellement avec, je pense, la naissance de mon petit frère et puis le choix de mes études et puis la vie a fait que ça a commencé à me titiller très, très fort, vers 25 ans, où là, ça devenait un peu plus, ça tiraille dans le ventre, quoi. On a envie qu'il y ait quelque chose qui vienne s'installer, mais notre rencontre s'est faite un peu sur le tard, Oui. quand j'avais passé 30 ans. Moi, j'ai eu une longue relation, avant de rencontrer Romain, qui a duré, 10 ans. Voilà, où la vie a fait que ça ne s'est pas fait avec ce garçon-là et c'était dur pour moi justement de voir les 30 ans arriver et ce bébé qui ne venait pas. Et puis avec Romain, voilà, on s'est rencontrés quand moi j'avais 30 ans et tous les 2 on était, assez d'accord là-dessus, que notre relation était, toute récente, mais que c'était une volonté de notre part à tous les 2 de créer une famille assez rapidement et on le sentait, quoi. Ça a pu faire peur un peu à notre famille, je pense, d'aller si rapidement, vers ce choix-là, mais c'était, dans notre tripes, voilà. Mais moi, ça m'a pas tiraillé aussi jeune que Marine. C'est arrivé un peu plus tard, mais j'avais toujours en l'idée que, mes parents m'avaient eu tard. Ma mère m'a eu à quand elle avait 28 ans et donc je m'étais dit que c'était déjà tard. Sauf que, bah, la vie a fait que, ça se mettait pas en place de mon côté non plus et quand on s'est mis ensemble avec Marine, en fait, on était tous les 2 avec une envie assez, importante d'avoir un enfant. Aussi bien elle que moi, on était d'accord d'avoir un enfant, relativement
rapidement par rapport à d'autres couples, hein. Nous, on a mis, je crois, on a réfléchi, au moins, enfin, en dessous d'1 an de relation, on avait déjà ce projet ensemble, d'avoir un enfant et ouais, voilà, ça s'est mis, assez bien en place, enfin, assez rapidement finalement et pour le mieux, quoi, finalement. Ouais, on était serein Ouais, avec cette idée-là, même si relation, très jeune parce qu'en fait, je suis tombée enceinte, quand on s'est 9 mois à de 9 relation, je 9 mois crois. de Ouais. relation, oui, c'est ça. Donc ça peut sembler rapide pour Ça certains. peut sembler rapide, oui, tout à fait. Bon, moi, ça me semble rapide, tu vois? Mais mais après, je pense que quand il y a une évidence qui est là, voilà, faut aussi se faire confiance et faut aussi la vivre, tu vois? Comment est-ce que vous parliez, si vous avez parlé, hein, justement de vos visions éducatives, d'accompagnement des enfants? Parce qu'en plus vous êtes 2 enseignantes. Comment est-ce que vous imaginiez? Est-ce que vous aviez ces discussions-là de: «Tiens, quand on aura des enfants, moi, j'ai plutôt telle approche, moi, j'ai plutôt vécu ça, j'aimerais reproduire ça, pas ça». Est-ce que c'est des discussions que vous aviez? Je pense qu'on en a pas tellement parlé, en En fait. tout cas, pas de Pas manière approfondie, quoi. pas énormément. Maintenant, on était conscients tous les 2 de la vie de famille qu'on avait, avec nos propres parents, qu'on avait eue, l'histoire familiale qu'on avait chacun de notre côté et des schémas qu'on voulait éviter de reproduire. Ça, on en avait conscience. Maintenant, on en parlait comme ça, sans vraiment que ce soit, très Ouais. approfondi et écrit noir sur blanc, voilà, ça on ne veut pas faire, ça on veut faire, ça on ne veut pas faire, ça on veut faire. Voilà. On savait qu'on voulait se rapprocher de la bienveillance, qu'on voulait des relations, douces et respectueuses avec, notre ou nos enfants. Au sens large, on voulait que nos enfants n'aient pas peur de nous. Ça, c'était la base de la relation qu'on voulait avoir avec eux. Votre premier enfant arrive et c'est quelque chose qui se met en place, naturellement? Je veux dire, vous êtes en phase sur les choix, d'éducation. Est-ce qu'il y a des choix, peut-être aussi, ce que moi j'appelle des choix éducatifs, mais plutôt dans une sorte de projet parental qui se posent à vous et qui amènent des discussions comme, je sais pas, l'allaitement, le cododo, la diversification, des sujets comme ça? On était assez rapidement d'accord par rapport à ça. Donc, pour nous, le cododo, par exemple, c'était une évidence. On est resté avec notre enfant jusqu'à ses 2 ans et demi, je pense, dans la même chambre. L'allaitement, bah, ça, c'était un projet plus pour Marine, vu que c'est elle qui allait le vivre au quotidien. Mais j'étais tout à fait d'accord avec ça. J'étais même persuadé des bienfaits de l'allaitement. C'est juste après ce qui s'est mis en place, c'était plus la question de la crèche, pas crèche. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on était un peu plus on n'avait pas encore creusé réellement la parentalité. Et c'est vrai que à refaire, je pense qu'on le vivrait peut-être un peu différemment. On a mis notre grande fille, je pense qu'elle avait 5 mois en crèche, pour que Marine puisse retravailler et que on puisse reprendre notre quotidien entre guillemets d'avant. Et ça, effectivement, je pense qu'à refaire, on ferait un peu différemment. Mais sinon, sur le reste, on est tombé assez rapidement d'accord sur cette façon de faire. Et on a trouvé ça plutôt assez simple, en fait, jusqu'aux 3 ans et demi de notre aîné. Ouais. C'était, on a eu, je trouve, peu de conflits, ce truc de baby clash dont on entend parler, j'ai l'impression qu'on l'a pas réellement vécu. Mmh. Il y avait la fatigue qui était extrêmement présente parce que, voilà, on avait un petit bébé qui avait du reflux, extrêmement présent et donc en fait, la première année, je pense qu'on faisait des nuits où elle se réveillait toutes les 45 minutes. Donc en fait, quand on dort pas forcément, on est moins serein, on se parle d'une manière un peu plus vive et on est moins patient et cetera. Donc la relation a un petit peu plus eu du mal à ce niveau-là, pour cette raison-là. Mais en termes de choix éducatifs, On était raccord. on allait dans la même direction et je trouvais ça relativement simple, en fait. 3 ans et demi, si j'ai bien suivi, c'est aussi l'arrivée de bébé 2. Exactement. Oui, à 3 ans et demi, le bébé 2 arrivait et vers 3 et 3 ans, il y avait l'entrée aussi à l'école de oui, la c'est grande. ça. Donc en fait, ça a été une année un peu charnière pour elle. Elle a eu l'annonce de son petit frère, elle a eu le démarrage de l'école et en cours d'année, il y a eu l'arrivée du deuxième à la maison. Donc ça a été une année, ouais, assez, Intense. ouais. Et c'est là qu'on s'est dit: «Là, ça devient vraiment intense». On doit se poser, on doit réfléchir à ce qui se passe, on fait des choses qui sont plus raccord avec, ce vers quoi on veut aller, là, on s'est dit: ça devient chaud, quoi». Alors concrètement, puisque tu disais, voilà, jusqu'aux 3 ans et demi, donc on a recontextualisé avec l'arrivée de bébé. Qu'est-ce qui se passe, en fait, à 3 ans et demi comme ça, Alors, ce qu'il y a déjà, c'est que quand on a fait le choix de faire un deuxième enfant, notre aîné commençait à faire, des nuits complètes. C'est pour ça aussi qu'on s'est lancé dans cette aventure-là. vous vous êtes dit: «Non, ça va pas être cool, on va redormir complètement nous aussi, ça va pas le faire. Nous, on veut passer des nuits de merde, on refait un enfant».
Exact. Voilà, ça a été beaucoup de questions justement ce sujet-là. Mais donc en fait, notre aîné commençait à faire des nuits complètes, vers 3 ans et puis on a annoncé à notre, grande fille qu'il allait avoir un petit frère, une petite sœur qui allait arriver et les nuits n'ont plus été complètes. Et aujourd'hui, c'est toujours un peu le cas. Voilà, c'est pas toutes les nuits de son côté, mais c'est toujours un peu le cas. Donc on va avoir 2 enfants qui ne dorment pas des nuits complètes, c'est intense. Tout en sachant qu'on veut rester dans ce choix qu'on a fait qui est de ne pas laisser pleurer et cetera. Donc c'est d'autant plus intense. Mais en termes de situation, du coup, vous êtes retrouvés, alors il y a cette fatigue très intense qui est là et que je comprends puisque nous, on va la revivre au moment où on enregistre, on va la revivre dans un mois. Au moment où l'épisode sera diffusé, ben, on sera en plein dedans. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que juste pour info, on essaye vraiment de mettre en place des stratégies parce qu'on sait très bien que le bébé va se réveiller. Et comme notre grande dort, on essaie vraiment de mettre en place plein de stratégies d'insonorisation et tout pour essayer d'éviter de la réveiller. C'est l'avantage, tu vois, d'avoir plein de témoignages de parents, c'est que tu dis: «Alors attends, il y a quand même des trucs à récupérer». Donc il y a cette grande fatigue qui s'installe, mais très concrètement, quelles difficultés dans votre parentalité ça vous amène, en termes de gestion? Vous expliquez qu'il y avait, du coup des choses qui s'écartaient de votre, parentalité habituelle. Très concrètement, c'est quoi? Mais ça, c'est plus du coup pour ma part. Ce qui se passe en fait, c'est que, à l'arrivée du 2e, j'ai fait un peu comme ce que j'avais fait avec ma grande fille, c'était un côté un peu plus protecteur et donc ce qui s'est passé, c'est que notre grande fille voulait bien faire et voulait aussi intervenir dans, finalement, notre parentalité et s'occuper du petit frère. Mais moi, j'avais toujours la crainte que, soit, elle lui fasse mal ou qu'il y ait ce côté, sans le faire exprès, mais voilà, qu'il y ait ce problème de faire mal et de le faire tomber et cetera. Donc plus par anxiété et par, sécurité, parfois un peu exagérée, parce qu'il y avait pas forcément de risque, voilà, il était sur le lit, enfin voilà. La situation en tant que telle ne prêtait pas spécialement à devoir, s'énerver ou, voilà, avoir un comportement qui était moins peace, on va dire. Enfin, ça s'est arrivé plusieurs fois et mon comportement du coup avec la grande est devenu un peu moins cool, même en dehors des situations de protection du plus petit et où mon comportement est, simplement, de pas de la rejeter, mais de la mettre plus sur le côté que ce que je devrais. Parce que, les situations qui sont passées avant ne m'ont pas plu et j'arrive pas à ressortir de ça, en fait, simplement. C'est quelque chose qui est compliqué pour moi de comprendre à sa place, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup de mal à me mettre dans sa peau, à ce moment-là et voilà, c'est quelque chose que je trouve dommage parce que c'est vraiment pas ce qu'on voulait à la base comme type de relation. Marine arrive à s'en sortir très bien et moi, j'ai cette difficulté à essayer de mettre des choses en place qui permettent à notre grande fille de s'épanouir avec son petit frère et à son petit frère de vivre, une relation aussi, sereine avec sa grande sœur, quoi. Ça te va si on va vraiment dans le concret? Oui, oui, pas de souci. Genre, c'est quelles situations qui t'ont fait, avoir des comportements que tu ne souhaitais pas, vraiment, tu vois, au début? Et vraiment, on se parle de quel comportement, tu vois? Alors l'idée, bien entendu, hein, je le précise pour toi et pour l'auditoire, on n'est absolument pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Ce que tu expliques là, en fait, c'est la réalité de tellement de parents qui n'osent pas en parler, si tu veux, que merci d'oser en parler. Donc on va essayer d'aller dans le concret et du coup, voilà, quel exemple tu peux nous donner vraiment, même si ça peut un petit peu, te faire sentir pas très bien d'en parler, mais voilà, hésite pas à y aller si tu le sens. Ouais, pas de souci. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans ces moments où, notre fille, typiquement, c'est, prendre, notre fils, par les bras pour le soulever, pour le déplacer et cetera, un peu comme si c'était une poupée simplement. Donc elle a pas la conscience que c'est un être vivant et du coup, j'ai une réaction de l'écarter du petit frère et c'est cette étape-là qui, de mon côté, est un peu, on va dire, pas de la «bonne éducation» entre guillemets, en tout cas pas celle qu'on voulait à la base, vu que je la prends réellement physiquement, par le bras et je la déplace pour qu'on stoppe en fait ce moment avec son frère. Ça m'arrive aussi de crier parce qu'elle m'entend pas, en tout cas j'ai la sensation que ce que je lui dis ne fait pas écho à l'intérieur et donc si je lui demande d'arrêter, et que je suis pas forcément dans la même pièce, forcément je vais, hausser le ton. Je vais me rapprocher, je vais de nouveau hausser le ton et après effectivement c'est la partie physique où je la prends, par le bras ou, par la taille pour la déplacer,
dans le canapé ou changer de pièce. C'est surtout de cette façon-là que je le fais, je la frappe pas, c'est quelque chose que je refuse, mais physiquement, ça peut m'arriver de lui serrer le bras et de sentir que, soit je lui fais mal, donc je m'excuse forcément après, mais le but n'était pas de lui faire mal, c'était juste de stopper ce moment, qui pour moi n'était pas OK. Parce que mon interprétation d'adulte fait que et cette surprotection fait que j'ai réagi, mais en y repensant, je devrais pas spécialement réagir tant qu'il y a pas de ce danger réellement vital ou, d'avoir une grave blessure, quoi. À chaque fois, ce sont des situations où il y a manipulation, on va dire, de son petit frère, c'est ça? Principalement, Beaucoup dans ces c'est moments-là, la oui. majorité en tout cas, clairement. C'est parce qu'avec nous, en individuel, elle est pas comme ça. C'est vraiment à chaque fois quand il y a un adulte, plus le petit frère en général, elle a plus tendance à le faire. Mais, sinon quand on est en face à face, il y a aucun souci, c'est un Les moments qui peuvent être complexes aussi, c'est quand elle respecte pas notre ouais, consentement à nous, alors que nous, on fait un travail extrêmement fort au niveau du consentement pour nos enfants. Et donc ça nous atteint d'autant plus quand on a l'impression de, travailler ça très fort chez nous pour l'appliquer avec nos enfants et que en retour, on n'a pas ce respect-là. Et donc quand on dit non une fois, non 2 fois, non 3 fois, à la quatrième, chez toi, ça commence à ouais, monter et donc physiquement, on sent que ça monte et que tu as du mal à avoir des ouais, gestes, ouais. la répétition qui fait aussi. Pour revenir, sur les situations où elle, manipule, alors quand je dis manipule, hein, c'est bien entendu physiquement, hein, pour les gens qui nous écoutent, son petit frère, hein, c'est juste pour renvoyer à l'idée de la poupée. Toi, tu te sens comment, en fait? Les émotions que tu ressens, c'est quoi? Moi, ce que j'ai compris déjà, c'est que tu étais inquiet, mais tu passes par quelles émotions, si tu veux? Point de vue émotion, en fait, c'est, voilà, au début, on va dire, c'est effectivement de l'inquiétude, par rapport au petit frère. Après, quand je dois répéter plusieurs fois, d'arrêter et que physiquement je commence à lui faire comprendre qu'il faut qu'il y ait une séparation entre les 2, c'est un peu plus d'énervement et de colère qui arrive, justement de pas me faire entendre, en fait. En tout cas, si elle m'entend, qu'il y ait pas de réaction de sa part par rapport à ce que je lui ai demandé ou ce que je lui ai dit. Peut-être un peu de frustration du coup de pas avoir le respect du consentement. Quand je lui demande ça en général, c'est que j'ai effectivement ce sentiment de détresse et que j'ai besoin qu'elle arrête pour me rassurer aussi. Tu disais souvent aussi que tu avais l'impression de ne plus avoir de contrôle sur la situation et que c'est le Ouais, manque de contrôle qui te fait aussi paniquer, ouais, Je vais toujours rester bien concentré sur la situation où elle manipule l'enfant. Je reviendrai sur les histoires de consentement après. Donc, si je comprends bien, ton émotion de base de départ, en tout cas dans ces moments-là, c'est la peur. La question que je voudrais te poser, c'est est-ce que ce qui fait monter la tension, la sauce, la mayonnaise, utilisons tous les mots qu'on veut, c'est que ta peur augmente et en fait que tu n'es pas rassuré à aucun moment, c'est-à-dire qu'en fait cette peur t'envahit, ou bien c'est le fait que dans ta position d'adulte, l'enfant doit t'obéir et elle ne le fait pas, ou bien c'est un peu des deux. la principale, c'est la peur clairement. La position d'adulte, j'ai pas l'impression qu'elle doit m'obéir. Enfin, c'est pas, enfin, en tout cas avant les 3 ans, 3 ans et demi, elle était vraiment justement, j'étais en mode, «Bah, vas-y, affirme-toi, c'est quelque chose qui est important». Ici, c'est je pense qu'avec le question de la sécurité, c'est pas spécialement qu'elle m'obéisse en tant qu'adulte, mais c'est qu'elle m'obéisse pour que la sécurité de son petit frère soit toujours assurée. Enfin, je pense pas en tout cas me mettre en position d'adulte qui doit avoir une obéissance au doigt et à l'œil de ses enfants. Enfin, c'est pas quelque chose que je cherche en tout cas. Du coup, si je te dis que l'ensemble de ces comportements sont finalement guidés par la peur, sur cette situation précise, est-ce que c'est quelque chose qui te semble cohérent? Oui, tout à fait. Est-ce que cette peur, tu as eu l'occasion de lui exprimer à ta fille, de lui expliquer: «Écoute», alors pas forcément sur le moment, parce que sur le moment, c'est notre cerveau nous-mêmes, il déconnecte un peu, hein, faut pas se mentir. Est-ce que tu as eu l'occasion de revenir dessus, sur le fait que dans ces situations-là, tu as très peur, et que tu as besoin d'être rassuré? Alors, je suis revenu avec elle plusieurs fois sur le fait que mes réactions étaient en partie guidées par la peur. On a eu plusieurs discussions le soir quand je la couche. Et justement, j'avais aussi espoir qu'il y ait un impact qu'elle comprenne derrière. Sauf que, bah, comme on me l'a déjà gentiment répété, elle n'a que 5 ans et donc le fait de comprendre, c'est encore très compliqué pour elle. C'est quelque chose qui en tout cas comprendre et assimiler de cette manière-là, c'est encore un peu compliqué pour elle et que, voilà, ça me rendait triste et que je n'aimais pas avoir ce type de comportement, mais que, bah, voilà, comme tu disais, mon cerveau un peu déconnecte et
qui prime, c'est la sécurité du petit frère et pas le reste, quoi. Il y a cette situation où il y a une réaction de peur par rapport à la relation avec le petit frère. Ça t'amène des comportements, osons dire le mot, violents que toi tu ne veux pas avoir envers ton enfant. Le retour qui est fait ensuite avec l'enfant, c'est de lui expliquer que tu as peur et tu t'excuses, mais ces comportements se reproduisent. Donc est-ce qu'on peut légitimement se dire que c'est pas très efficace? Exactement. C'est juste un constat, il y a zéro jugement, Ah c'est non, juste tout à le fait, ouais. constat de... parce que tu sais, en France, alors je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, tu sais, on adore faire des excuses. On adore faire des excuses, il y a notamment à cause de la culture judéo-chrétienne qui dit qu'il faut pardonner, etc. Et donc il faut s'excuser. Mais en vérité, ce qu'on veut toutes et tous, mais y compris adultes, quand quelqu'un a des comportements inappropriés avec nous, c'est que ça change. S'excuser et recommencer, ça n'amène pas d'évolution significative dans la relation. La question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qu'elle en pense, elle, la grande? Quelle solution elle a déjà pu proposer pour t'aider à pas avoir, alors pas ne pas avoir sentiment de peur, mais à te sentir plus rassuré et quelle solution venant d'elle, par exemple en lui demandant, tu sais, là, t'as vu, j'ai eu très peur, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que j'ai un peu moins peur, tu vois? Qu'est-ce que toi, tu penses que tu pourrais faire pour que moi, j'ai un peu moins peur quand tu es seul avec ton petit frère? Alors si c'est une question qui lui a pas été posée, vous me le dites, hein, mais... Peut-être pas forcément dans ce cadre-là, mais quand c'est arrivé, je pense que j'ai dû le poser une fois ou 2, justement, quand c'était des moments encore un peu plus «critiques» entre guillemets. Qu'est-ce qu'elle aimerait que je fasse? Mais à chaque fois, elle me disait qu'elle savait pas forcément. Pour moi, c'est un peu compliqué aussi pour elle de trouver une solution à un comportement d'adulte en tant que petite fille de 5 ans et demi. Parce qu'elle, de son côté, elle ne pense pas mal faire en soi. C'est, sa relation avec son petit frère, donc parfois elle comprend pas pourquoi je m'énerve non plus. Enfin, là, j'ai pas toujours une explication ou le cadre est parfois pas toujours le même, donc elle a parfois du mal à comprendre pourquoi ça monte en une fois. Bon, c'est pas une question que je pose systématiquement, clairement. J'ai dû la poser 2 ou 3 fois depuis les 2 ans du petit frère, donc j'avoue que je j'ai pas attendu de réponse de sa part spécialement et j'ai peut-être pas, du coup, assez impliqué dans ce parce que pour moi, ça m'appartient, cette peur m'appartient et elle, en soi, n'a ça reste dans son comportement de petite fille, elle a pas d'impact spécialement, quoi. Mais tu vois, alors c'est un avis hein, que je donne, mais il y a vraiment ce côté où vous êtes dans une relation, tu vois. Alors bien entendu, il y a des âges où l'enfant, ma foi, dans la relation, il peut pas gérer grand-chose. Hein. Donc l'idée, c'est pas de la rendre bien sûr responsable de tes comportements et de tes émotions, ça. Mais tout comme on le ferait pas avec un adulte, en fait. Même un adulte n'est pas responsable de tes comportements et de tes émotions, même dans un cas de conflit, même dans, tu vois. Donc en fait, c'est même pas le fait que ce soit un enfant ou pas. Par contre, c'est peut-être l'occasion de lui expliquer que dans les interactions sociales, tu vois, c'est peut-être une opportunité de lui montrer que elle a le droit que ses peurs soient écoutées, que ses peurs soient respectées, mais qu'en fait, dans la vie, il y a ce qu'on appelle, alors ce que moi j'appelle des intersections de droits, c'est souvent là qu'on pose le cadre éducatif. Et là, tu vois, je pense que tu as vraiment un moment où il y a une intersection de droits, c'est-à-dire que toi aussi, tu as le droit de ne pas te sentir avec cette peur. Et peut-être qu'elle elle a des solutions à te proposer, parce qu'en fait, tu vois, si vous avez une discussion à froid, j'entends bien, parce que j'imagine bien la réaction à chaud, je peux dire comment moi, ça m'est déjà arrivé de dire à ma fille, si tu veux, je suis en ton très énervé, non mais attends, mais Sarah, mais là on fait quoi là? C'est pas à ce moment-là dont je parle, c'est vraiment à froid, tu vois. Tiens, j'aimerais qu'on reparle de ce moment-là où je me suis énervé, tu vois, et j'aurais préféré réagir de telle manière, aussi lui dire quel comportement positif opposé tu aurais toi aimé avoir. Par exemple, tu vois, j'aurais préféré venir juste vérifier que ça se passait bien et ne pas m'énerver. Mais tu vois, j'ai quand même très très peur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, à ton avis, pour que la situation, non pas toi, tu vois, pas la fille, mais la situation me fasse un peu moins peur? Je sais pas, peut-être que si elle est sur le lit, elle va te dire, mais attends, je peux faire une barrière de coussin à chaque fois, si tu veux. J'en sais rien, tu vois. Je ne sais pas ce qu'elle va te proposer. Mais tu vois, ça, c'est vraiment un vrai sujet, et c'est quelque chose qui est vraiment porté par ailleurs par les droits de l'enfant, hein, dans l'article 12, qui explique que les enfants ont le droit de participer à toute décision qui les concerne selon leur niveau de maturité. Je pense très sincèrement que ça peut être une étape hyper chouette, un, pour votre relation, et deux, pour l'autonomisation de l'enfant en termes de mes comportements, sont pas bons ou mauvais, mais mes comportements ont des effets sur les autres. Et si moi j'ai le droit de me sentir en sécurité, les personnes avec qui j'interagis aussi. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, peut-être pas assez du coup, par rapport au côté autonomie ou, à côté de ça, à la maison, elle a effectivement beaucoup d'autonomie, enfin beaucoup d'autonomie. Ça dépend des phases où, parfois elle aime bien imiter un peu son petit frère et donc du coup, elle se met à la même, au même niveau. Je sais pas si ça vous le fait chez vous, mais moi, tu vois, 5 ans et demi, c'est l'âge où ma fille, des fois, je la regarde et je me dis: «Waouh, quelle maturité!» mais elle raisonne et tout, tu vois? Elle me pose des raisonnements
Et il y a d'autres fois, je me dis, waouh, elle a à nouveau 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, nous, c'est exactement ce qu'on dit à la maison aussi. Donc, par rapport à ses émotions, on essaie d'être à l'écoute de ses émotions, mais c'est vrai qu'elle a un peu plus de mal à se rendre compte que nous aussi on a des émotions et que, ce qu'elle nous dit parfois peut nous faire du mal, nous blesser ou, le comportement qu'elle a avec son petit frère peut aussi le rendre triste et cetera. Donc elle a conscience à certains moments où du coup elle va s'excuser, elle va dire pardon, faire un câlin et cetera, ou d'autres moments où c'est moins perceptible de son côté, ouais. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais à titre personnel, alors ça n'a aucune autre valeur que mon point de vue et mon expérience, hein, mais moi je m'excuse très rarement auprès de ma fille. Très, très rarement. Ça choque beaucoup de gens, parce que quand on est bienveillant avec, je suis en train de faire des guillemets avec mes mains, il faut s'excuser apparemment, encore une fois, culture judéo-chrétienne. Moi j'ai une autre culture en fait qui s'est imposée, donc que j'ai acceptée avec plaisir, qui est de celle de attends, ok, mais à quel moment c'est efficace en fait? Et si tu veux, moi ma fille par exemple, quand j'ai des comportements que je ne souhaite pas avoir, imaginons, je sais pas, elle veut pas mettre ses bottes, tu vois? Hein, je vais te donner un exemple, elle veut pas mettre ses bottes. En plus, tu vois, maintenant elle est scolarisée, on est en retard et tout. Et à un moment, je lui dis: «Écoute, là, non, là, c'est pas possible. Là, tu me saoules, quoi». Peut-être avec un ton, bien entendu, plus énervé que celui que j'ai là. Alors, c'est pour plein de gens, il y a plein de gens qui nous écoutent qui vont dire: «Enfin, ça va quand même, Cédric». Mais peu importe, moi, je veux pas avoir cette attitude-là avec ma fille et je vais lui mettre les bottes, par exemple, tu vois? Donc il va y avoir une crise, parce que je vais manipuler ses pieds et tout, sans son consentement et cetera. Et si tu veux, concrètement parlant, après, on va en reparler parce que moi, je vais la déposer à l'école, on va redescendre un peu dans la voiture, on va chanter des chansons, mais on va en reparler sûrement le soir, par exemple. Et je vais lui dire: «Tiens, tu vois, ce matin, il s'est passé ça. J'étais très énervé parce que j'étais stressé d'être en retard et tout. Et tu vu, bah, déjà, j'ai crié, puis je t'ai mis les bottes, et puis toi, ça t'a choqué, t'as pleuré apparemment. Comment tu t'es senti?» Donc déjà, tu vois, je vais lui faire parler de comment elle s'est sentie. Elle va me dire: «Bah, j'ai eu peur». Enfin, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est, bah, j'avais peur, je comprenais pas, du coup, j'étais triste, après j'étais en colère. OK. Et je dis: «Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Parce que vraiment, toi, tu voulais pas mettre tes bottes». Elle me dit: «Bah, est-ce qu'on aurait pas pu les mettre juste dans la voiture, tu vois? Au pire, c'est parce que nous, si tu veux, la voiture, elle est garée à 5 mètres, quoi». Et je dis: «Bah oui, bah, tu vois, j'y ai pas pensé». Bah, tu sais quoi? Là, j'ai eu tel comportement, c'est-à-dire je me suis énervé, bah, peut-être que la prochaine fois, cette situation se reproduit, j'essaierai plutôt, moi, d'avoir le comportement, de te proposer de les mettre dans la voiture, c'est pas grave, quoi. Et je lui dis: «Et toi, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place?» Et elle me dit: «Bah, écoute, soit la prochaine fois, je mets mes bottes, mais si j'ai vraiment pas envie, je te demanderai de me porter». Et ça, tu vois, en fait, on arrive à un échange où, moi, je suis en recherche de comportements, ce qu'on appelle comportement opposé positif, c'est-à-dire, un comportement qui permet de pas tomber dans une escalade ou dans un comportement pire. Et elle, en plus, elle participe au truc, tu vois? Et ce qu'il y a de chouette dans cette démarche, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à force de le faire avec elle, tu sais, nos enfants deviennent tels que nous les voyons et aussi tels qu'ils nous voient. Et bien, en fait, quand derrière elle a des comportements inappropriés, elle trouve ça normal qu'on en parle et qu'on puisse lui proposer des comportements positifs opposés et qu'on puisse les mettre en place, tu vois? Ça, si ça peut aider, si tu veux, c'est une petite astuce que j'ai. Et surtout, en fait, on n'est pas en train de dire, «Je suis méchant, je suis bon, je suis mauvais». Parce que j'imagine aussi peut-être, Romain, tu me le dis si je me trompe, mais que toi, peut-être que des fois, tu te dis dans ces moments-là: «Putain, je suis vraiment un père de merde, je devrais pas avoir ces attitudes-là». On se juge fort, quoi. Ah oui, hein, clairement. Je déteste me voir comme ça, mais en même temps, bah, comme tu disais, enfin, dans ma situation, c'est que je vois pas quoi faire d'autre. J'arrive pas à imaginer qu'est-ce que j'aurais pu dire à la place, qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place. Ouais, effectivement, ce que tu me dis, ça a du sens parce qu'on est aussi un peu dans le même genre, à la maison. Mais, c'est vrai que sur le moment, je suis plus à monter en pression plutôt qu'essayer de la dissiper et essayer de trouver quelque chose qui est plus, bah, gagnant-gagnant au final, quoi. C'est normal, Romain, puisqu'en fait, à ce moment-là, tu juste pas capable de toute façon d'élaborer une solution. Notre cerveau, tu vois, quand on est soumis à une émotion, je dis bien soumis à une émotion, pas dans l'accueil d'une émotion, on connecte pas, tu vois? Par contre, en fait, si en amont, tu as déjà eu l'occasion, tu vois, de penser à une solution de comportement différent, comportement positif opposé, ben tu verras vraiment, alors ça, je te l'assure, c'est plus facile de s'en rappeler. Et potentiellement, c'est peut-être ton enfant qui peut te dire: «Ah, tu te rappelles, papa, là, quand tu réagis comme ça, on a dit que peut-être qu'on pouvait faire ça». Je pensais à ces moments justement très tendus et systématiquement, moi, je me rends compte, hein, que j'ai envie de rentrer dans la relation qui est en train d'exploser et donc moi, je dois chercher aussi ma place là-dedans. Est-ce que je reste à ma place et je les laisse entre eux? Quand est-ce que j'agis? Quand ça explose ou avant qu'il y ait, voilà, un rapport de force qui arrive et donc plusieurs fois, moi, j'essaye de donner des petits outils que je pourrais un peu maîtriser ou que j'ai lu, que j'ai entendu et cetera et dans ces moments-là, en général, toi, tu es quand même fermé
dans le moment. En dehors du moment, en dehors de la situation, tu les entends. Mais quand tu es dans la situation, c'est compliqué pour toi de l'entendre parce qu'il y a des phrases un petit peu d'éducation, on va dire traditionnelle, qui ressortent très vite, qui est voilà, dans cette situation, non, non, mais là, elle exagère, non, mais là, elle fait ce qu'elle veut, non, mais là, il faut qu'elle écoute. Et en dehors de ça, tu es complètement conscient de tout ce que tu voudrais mettre en place. Mais sur le moment, en fait, c'est pas possible pour toi, quoi. Mais en fait, c'est les réflexes de ce que j'ai pu avoir, étant plus jeune, où j'ai l'idée de, entre guillemets, «parfaite» que je me fais de la parentalité, de mon rôle de père par rapport à mes enfants. Et justement, quand il y a que j'ai pas spécialement préparé, Marine lit pas mal de choses, écoute pas mal de choses aussi. Moi, c'est pas mon genre. Enfin, j'ai un peu moins d'accroche avec ce type de contenu. Mais du coup, quand il y a des moments où la pression monte, au lieu d'avoir ces outils préparés et cetera, beh, la pression continue de monter, en fait. Ce qu'il me faudrait, c'est un entre-deux entre de la lecture et de l'écoute. Conscientiser que, bah, justement, il y a quelque chose à faire pour éviter cette escalade, que je sais pas contrôler du tout, quoi. Là-dessus, tu vois, c'est marrant parce on enregistre, nous, le jour, on est le 18 janvier, on enregistre le jour où j'ai un épisode qui sort avec la docteure Tina Payne-Bluison, qui est aux États-Unis, et du coup, que je te recommande très très vivement. Là, tu vas voir, c'est un épisode qui est rempli de cas concrets, enfin voilà, c'est vraiment très très hyper intéressant. Et tu verras aussi les pas de côté qu'elle propose qui peuvent vraiment changer la relation. Et l'épisode s'appelle La discipline sans drame, tu vois. Donc ça parle de discipline, hein, on n'a pas peur du mot, mais tu verras que c'est avec un pas de côté qui est très intéressant. Et c'est vrai que ce que tu évoques là, si tu veux, cette résurgence un petit peu de l'éducation qu'on a connue, bien entendu que c'est pas anodin. Il y a souvent quelque chose, tu sais, quand j'utilise les mots, les enfants deviennent tels que nous les voyons aussi tels que nous voient. Souvent, les parents ils sont là, ben oui, oui, bien sûr, ben oui, oui, tout à fait. Mais il faut juste se rappeler d'un truc, c'est que ça veut aussi dire que nous sommes potentiellement, hein, il n'y a pas de destin choisi, il n'y a pas de déterminisme non plus, mais en tout cas, il y a des chances que nous soyons devenus tels que nous voyons nos parents, tout simplement. Et que dans ces moments de crise, qui font appel non pas à notre rationalité, mais à ce qu'on a pu ressentir, c'est l'expression justement de ça qui était enfoui en nous, tu vois, qui ressort. Alors ça se travaille, bien sûr. Maintenant, ça c'est un travail de fond. Maintenant, sur le travail plutôt d'efficacité, tu vois, il y a les postures que j'ai pu te proposer. Et après, sur le consentement. Alors, racontez-moi. Parce que là, Marine, je crois qu'elle a des choses à dire aussi. Bah, le consentement, oui, pour moi, c'était une évidence, dès la naissance, en fait, de respecter, son intimité, voilà, prévenir au moment où on la change, même toute petite où je pense que parfois notre famille était un peu étonnée, voilà, de prévenir quand on ouvrait, la couche, voilà, de la rendre, autonome, au maximum quand elle pouvait prendre soin d'elle et dans la douche et cetera. Et puis il y a le sujet des bisous pour dire bonjour, qu'on refuse clairement de forcer De parce qu'il y l'obliger, a hein. il y a plein de manières de dire bonjour autrement que par un bisou. Et mais ça, le consentement, je suis pas sûre que ce soit un sujet de conflit entre nous parce que toi, je trouve que tu es fort, dans le respect du consentement avec nos enfants. C'est, la difficulté, elle est plus, justement, En vis-à-vis dehors. de Mmh. notre aîné par rapport au petit, et de notre aîné par rapport à nous. Où nous, on a fait tellement attention à ça, au respect plus, de son corps et voilà, on n'arrête pas de lui répéter: «C'est ton corps, il t'appartient. À partir du moment où c'est non, sauf dans certains cas, on est bien d'accord, de la santé, de l'hygiène et cetera», voilà. Mais du coup, quand on remarque qu'elle ne respecte pas justement le stop de son petit frère ou le nôtre, ça, c'est complexe, quoi. C'est complexe autant pour toi que pour moi. Mmh. Et moi, j'ai tendance, quand je sens que ça monte, j'ai tendance en fait à partir pour me protéger, pour la protéger. Je dis: «Là, je pars parce que je sens que ça monte», quoi. Alors c'est très compliqué pour elle dans ces moments-là. Elle a tendance à J'entends dans ses cris qu'elle se sent délaissée et donc elle a tendance à hurler pour que je revienne. Elle va physiquement, extérioriser très, très fort. Mais moi, je sais que c'est la solution parce que dans ces moments-là, moi, ça m'atteint très, très fort et donc c'est la solution pour la protéger et me protéger moi, en fait. Avant de continuer, je voudrais juste rappeler à l'auditoire qui nous écoute que vous pouvez réagir sur le lien qui est en description dans la bio avec SpeakPipe, si jamais vous avez vous aussi des astuces à donner, parce qu'il n'y a pas que mon avis et le nôtre qui doit être pris en compte. Voilà, si vous avez vous aussi les mêmes difficultés ou si vous avez des astuces à donner, n'hésitez pas à réagir. Pour revenir sur ce sujet de consentement, et après on ira sur le sujet de comment est-ce que ça a affecté votre relation, hein, ces prises de position. Est-ce que ça vous arrive de jouer au consentement avec l'enfant? Je pense que j'ai déjà dû faire une scénette ou 2 avec Maëlle, mais pas, Moi, clairement en pas. fait, je pense qu'on a été très, très attentifs, on a été focus, les premières années avec elle, au respect de son consentement à elle et donc on a tout mis là-dessus et on a oublié le nôtre et des gens qui l'entourent, quoi.
C'est là où je reviens sur ma définition du cadre. Souvent on dit ouais, le cadre, c'est fixé par la loi. En fait, le cadre, toujours pareil, c'est l'intersection des droits. Alors en France, j'ai rien inventé, hein, c'est l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. Et en fait, c'est un petit peu le principe. Donc, nous, on a un jeu avec Sarah qu'on fait depuis souvent, depuis je sais pas, qu'elle doit avoir 1 an et demi, et qu'on fait régulièrement. Tu sais, on joue au jeu des chatouilles. Alors déjà, pour commencer le jeu, donc on a appelé le jeu du consentement, il faut demander. Est-ce que tu veux jouer au jeu du consentement? Donc si l'autre ne veut pas, ben on joue pas. Voilà. Donc, on peut avoir une petite frustration, mais c'est comme ça. Et donc on va faire des chatouilles, et à partir du moment où l'autre dit arrête, le jeu c'est pour gagner, il faut que dès que l'autre dit arrête, j'arrête. Quand l'autre dit continue, je continue, je continue. Donc c'est rigolo parce que on se fait des chatouilles, donc on rigole. Et bien entendu, si l'autre perd, c'est-à-dire s'il n'arrête pas, eh bien en fait, s'il n'arrête pas au premier arrête, hein, eh bien en fait, tout simplement, le jeu s'arrête. Et ça, ensuite, bien sûr, c'est elle qui me le fait. Le fait qu'elle me le fasse, on l'a mis en place plutôt vers 3 ans. Et en effet, en fait, c'était arrête, et bon, elle arrête, puis tout à coup, arrête, elle arrête pas, donc je redis arrête, et je dis stop. Du coup, le jeu est terminé. Ah, mais attends, non, mais on pourra rejouer dans 5 minutes si tu veux. Mais là, en fait, le jeu est terminé. Et ça a l'air tout bête, mais ça permet, tu vois, de faire rentrer par le jeu le fait que, ok, en fait, dès qu'on me dit stop, dès qu'une autre personne me dit stop, notamment sur quelque chose sur son corps, je peux m'arrêter. Non pas je dois m'arrêter, mais je peux m'arrêter. C'est-à-dire, je suis capable de m'arrêter parce que je me suis entraîné à le faire dans un jeu. C'est ça, cette inhibition, en fait, elle l'a pas. C'est très compliqué pour elle. Dans ce que vous me dites, quand vous m'avez raconté la scène, il y a un truc qui m'a marqué, c'est je vais répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à la 4e fois, je vais péter un plomb. J'ai envie de vous dire, en fait, il n'y a pas de 3e fois ni de 4e fois, tu vois. C'est tant que tu es calme en plus et que tu as la ressource pour dire non. Là, en fait, je t'ai dit non, donc c'est stop, tu vois. C'est pour dire calmement, mais fermement que là, en fait, c'est pas possible. Dès que je te dis stop, il faut arrêter. Nous, on le fait avec toi, on respecte ton consentement. C'est ton consentement important, celui des autres aussi. Mais ça, c'est un truc qu'on fait tous et toutes en parentalité, tu sais. Des fois, en fait, on attend qu'on soit à la limite de péter un câble, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on réagit en pétant un câble. Et après, on se dit, oh là là, je suis vraiment un parent de merde, etc. et tout. Réagissons avant, tu vois. Enfin, ça marche pas dans toutes les situations non plus, hein, attention à ce que je dis, mais dans quand même pas mal. Tu sais, j'écoutais un épisode d'un podcast que j'aime bien, le podcast de Juliette Katz, où elle expliquait on en a parlé ensuite au téléphone, donc avec son autorisation, j'explique tout ça. Et si tu veux, on en a parlé parce qu'en fait, elle raconte une scène où, en fait, au début, elle veut pas céder à un petit truc au moment du repas. Ça va monter, monter, monter avec le fromage, et ensuite, elle pète un câble, et au final, le gamin, il bouffe devant un écran, et elle se sent vraiment comme une mère de merde et tout, parce que non seulement ils se sont gueulés dessus, ça a pleuré, ça a machin, et au final, il y a aucun cadre qui était posé qui est respecté. Alors qu'en fait, si on se dit que finalement, enfin, une bataille pour quel type de fromage ou quel morceau de fromage ou quoi, quel est l'enjeu, tu vois? En fait, on s'en fout, enfin, concrètement. Et je pense que des fois, on peut se mettre, tu vois, des sujets comme ça. Après, le sujet du consentement, c'est un sujet important, mais peut-être se dire, si ce que vous voulez transmettre, c'est dès que quelqu'un te dit non, c'est mon corps, il faut que tu t'arrêtes, faites-le. En fait, on a fait ce jeu du consentement que tu fais avec ta fille, mais en fait, on l'a fait que de son côté. Donc on a fait les chatouilles, mais quand elle nous dit arrêter, on arrête, mais on n'a jamais fait sur nous, en fait. Et je pense qu'effectivement, ça posait problème. Et les enfants deviennent tels que nous les voyons, et aussi tels qu'ils nous voient. C'est toujours dans les deux sens, tu vois. À différents niveaux de maturité, bien entendu, hein. N'allons pas demander à nos enfants de faire des choses qui leur sont pas accessibles dans leur développement, mais et c'est vrai, testez, testez. Ça se trouve, vous allez, parce que là, on enregistre donc le 18 janvier, l'épisode va sûrement sortir au mois d'avril. Ça se trouve, vous allez tester, on fera peut-être un petit ajout de écoute, on a testé, ça a bien marché. Ou alors, on a testé, c'est vraiment de la merde. Euh, on verra. Je voudrais aller, si ça vous va, mais c'est un vrai sujet, si tu veux, parce que tu sens bien que ça vient de chercher aussi sur quelque chose de profond, tu vois. Là, le sujet que j'aimerais qu'on aborde, si vous voulez bien, c'est comment un sujet que tu as un petit peu abordé, Marine, et qu'on va essayer de creuser un peu plus, c'est comment ça vient, ces situations et ces comportements non sollicités, enfin non souhaités et non adaptés, viennent interférer dans votre relation à vous. Mais c'est clair que moi, je me suis rendu compte que notre lien à tous les deux, oui, notre lien dépendait beaucoup de, De ma relation oui, avec la grande fille. oui, de l'ambiance au sein de la famille, de un, et du lien de Romain avec notre fille. Quand il y a des moments de crise très fortes, moi, je me sens... Enfin, j'ai de la colère, en fait. J'ai de la colère envers Romain parce que je vois des choses que j'aime pas du tout. Et donc, je lui dis dans ces moments-là que c'est pas du tout Enfin, c'est pas un papa comme ça que j'ai envie que ma fille ait. Et donc voilà, il y a de la colère, il y a de la frustration aussi de pas
de pas donner ce que je voudrais à mon enfant parce que enfin, et je suis pas parfaite non plus, clairement. C'est pas du tout ce que je dis. Mais dans ces situations-là, j'espère mieux pour ma fille. Je parle pas de mon petit garçon parce que Romain n'a, je trouve pour le moment en tout cas, n'a pas du tout la même attitude avec notre fils qu'avec notre grande. Et Romain n'avait pas la même attitude avec notre grande quand elle était petite que maintenant. Mais donc clairement dans ces moments-là, chaque fois je lui dis c'est pas ça que je veux quoi. C'est pas du tout ça que je veux. Donc ça nous éloigne clairement. Et là où Romain arrive à faire la différence entre couple et notre place de parent, moi j'arrive pas. Moi tout est mêlé et donc si je ne suis pas raccord avec ses attitudes en tant que papa, je ne me sens plus unie à lui le reste du temps quoi. Il y a quelque chose qui est brisé et donc ça vient clairement impacter notre relation à tous les deux. C'est-à-dire que toi, il y a pas de distinction franche entre, couple romantique et couple parental, quoi? J'ai beaucoup de mal, ouais. Donc ça doit alors sans forcément entrer dans le détail, mais je suppose que ça impacte, votre relationnel, émotionnel, mais peut-être aussi la vie intime et cetera? Mmh. Oui, c'est un tout. En soi, je le comprends tout à fait, hein, moi non plus, j'aime pas me voir comme ça, donc je comprends très bien qu'elle n'aime pas me voir comme ça, avec notre fille. C'est vrai que du coup, quand j'ai ces moments de tension, au sein de la maison, le soir quand les enfants dorment, j'aimerais bien avoir ce moment, pas de recueil, mais un peu de zone, safe, de sécurité, où on peut justement, se rattacher l'un à l'autre, en retrouver «notre amour» entre guillemets du début et ce côté, affectif, serein et cetera et du coup, avoir le retrait de Marine, c'est, un peu double peine dans le sens où j'ai déjà une relation qui était un peu compliquée avec ma fille qui, m'atteint mine de rien, même si j'arrive pas à réagir autrement, ça me mine d'avoir ce type de réaction et en même temps d'avoir un éloignement de ma compagne sur, les discussions qu'on peut avoir le soir, les moments peut-être un peu plus, cocoon devant une série et cetera. C'est des choses qu'on fait beaucoup moins forcément dans ces moments-là et on n'est pas limite chacun dans sa pièce, mais voilà, c'est dans l'idée, c'est un peu ça, quoi et on se parle très peu, quoi. Tu me dis si je me trompe, mais ce que j'entends, c'est que toi, tu te sens en insécurité vis-à-vis de ces moments-là et de la relation, avec tes enfants et dans ta posture de père, peut-être d'homme aussi. Et ce que tu cherches, c'est la sécurité de ton lien d'attachement avec Marine, mais qui malheureusement, du coup, de son côté, n'est pas disposée, de par ce qu'elle ressent aussi, à être dans cette posture-là. Ça vous va tous les 2 comme, Ouais, complètement. D'accord. Et du coup, c'est quelque chose sur lequel vous avez essayé de mettre en place des choses, ou c'est encore, au moment où on se parle, un moment compliqué? Alors j'ai l'impression que c'est vraiment cyclique ces moments-là. Il peut y avoir 2-3 semaines où c'est beaucoup plus calme, puis en une fois pendant une semaine, c'est tous les jours, voilà donc c'est vraiment cyclique. Maintenant on suit une thérapie de couple pour travailler tout ça et un peu analyser, ce qui fait que c'est si complexe et nos comportements, comment les modifier et voilà. Donc ça nous aide beaucoup clairement, mais c'est vraiment cyclique. Je disais à Romain parfois tout peut être très serein, très calme pendant plusieurs semaines et puis, en sur quelques jours, on a l'impression de vivre un tsunami et là, moi, je me sens complètement, désunie de Romain, quoi, donc Et c'est pour complexe. moi, ce cycle est alors c'est pas uniquement lié à ça, mais on en revient à cet élément principal qui est le sommeil et qu'en général, quand il y a des nuits qui sont plus compliquées, que ce soit pour, maladie ou il y a eu plusieurs réveils et là, ça fait plusieurs nuits qu'on a à nouveau des galères avec le plus petit donc je prévois pas un tsunami, mais je vais faire attention, mais la fatigue n'aide clairement pas dans ce genre de moments parce que le «seuil» entre guillemets pour, le pétage de câble, comme on disait tout à l'heure, est beaucoup plus faible. La relation avec la grande, est plus compliquée dans ces moments de fatigue un peu plus extrêmes et du coup, découlera sur un éloignement, avec Marine, le soir où justement on a c'est la seule possibilité parce que le reste de la journée, les enfants sont là donc Ouais, je comprends bien, ça a l'air, pas facile et tu disais tout à l'heure, Marine, que dans les moments où tu vois qu'il s'emporte, tu interviens, c'est ça? J'intervenais beaucoup. J'essaye de le faire de moins en moins. J'intervenais énormément et je me suis rendu compte que ça ne servait à personne. Parce que ma fille avait tendance, du coup, à vite courir chez moi dès qu'il y avait des tensions avec, son papa, à vite courir vers moi comme si j'étais la solution à tout. Et que finalement, parfois, ça montait, ça montait, ça montait, mais en fait, Romain s'en sortait très bien. Même si ça montait très fort, il réussissait finalement à sortir de cette situation.
et donc je prenais une place qui n'était pas la mienne dans ces moments-là. Donc j'essaye de jauger un peu là où je dois intervenir et là où c'est pas ça pète et j'aimerais intervenir, mais c'est pas nécessaire. Mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Bah, déjà, il y a quelque chose qu'il faut, je pense, qui est difficile à intégrer quand on est parent dans ces situations parentales, c'est que par endroits, on peut avoir, besoin que l'autre nous aide à se rendre compte qu'on n'est pas dans la bonne situation. À d'autres endroits, en fait, la relation entre, Romain et sa grande, ben, en fait, c'est la relation entre Romain et sa grande et il y a pas à interférer, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut pas en reparler après, tu vois? Mais c'est surtout que Romain a l'air disposé, tu vois, de revenir dessus. Mais à un moment, ça les regarde, quoi. Moi, c'est un truc, tu vois, par exemple, vraiment que j'ai compris. Il y a une astuce comme ça de Mélanie Bilodeau dans notre podcast, qu'on a fait ensemble, où elle dit, elle, en fait, généralement, juste pour m'assurer que ça va, si tu veux, je dis à l'autre parent: «Attends, excuse-moi, mais tu as un appel, là». Et en fait, ça permet à l'autre parent de se dire: «OK, c'est un signal pour me dire que là, il y a peut-être un truc qui se passe pas c'est pas cool, tu vois, la situation». Et en fait, j'ai le choix de dire et en fait, ça permet de dire: «Je rappellerai plus tard» ou «OK, je vais prendre l'appel». Et j'aime bien cette petite astuce-là, parce que ça permet, tu vois, de dire, tu as un appel, donc ça te permet aussi potentiellement de te recentrer et de te dire: «Ah ouais, attends, là, en effet, je suis en train de pas vouloir, d'avoir une attitude que je ne veux pas avoir et je vais essayer de me recentrer» ou sinon, bah, je sens bien que je suis débordé et c'est pas la peine et donc je vais aller prendre l'appel. Tu vois, c'est-à-dire que d'une part, je pense qu'en effet, il y a des situations, même quand c'est tendu, où il faut laisser l'autre avec, la relation, parce que la relation, c'est jamais tout beau, tout rose, hein, donc que ce soit entre adultes ou entre enfants ou adultes-enfants. Donc c'est bien aussi qu'il y ait les zones de conflit, qu'on apprenne à les gérer. C'est aussi comme ça qu'on transmet à nos enfants comment est-ce qu'on les gère. Mais en effet, il y a peut-être des moments où on voit que ça part quand même dans une direction, qui va pas du tout et tu vois, cette petite technique de l'appel, ça permet, je trouve, sans forcément venir dire à l'autre: «Non mais attends, arrête là, tu fais de la merde», juste dire: «Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui dérape trop fort là», tu vois? Et que l'autre puisse se dire: «Putain, elle a raison» ou «Il a raison» et rattraper le coup ou pas, tu vois? Ou passer la main. Je vais essayer de l'intégrer et effectivement, On note l'outil de ouais, plus. c'est ça, c'est parce que finalement, ce qui se passait, c'était parfois, pas assez «codé» entre guillemets entre nous et du coup, la grande comprenait très bien que mon comportement était pas OK et du coup, parfois jouait un peu, sur cette limite et pas en profitait, mais voilà, ça voyait bien qu'il y a quelque chose qui se tramait et donc du coup, son comportement était encore un peu différent, quoi. Les dernières fois aussi, ce que j'avais essayé de faire, c'est, après une discussion avec toi d'ailleurs, c'était sur Instagram, quand elle venait vers moi, c'est de lui demander ce qu'elle voulait dire à Romain suite à ce conflit, ce qui l'avait dérangé et ce qu'elle aurait voulu que Romain, fasse à ce moment-là, ce qu'elle ressentait elle. Et donc elle était venue te le dire d'ailleurs, quand on était à table, qu'elle était fâchée contre toi parce que tu avais eu, telle ou telle attitude et qu'elle aurait voulu que tu réagisses comme ça. Et tu avais répondu: «À la prochaine situation, tu essayerais, de faire autrement» et donc ça l'avait rendue actrice aussi de cette situation et de la relation. Ce qui n'était pas le cas avant quand elle venait vers moi et que moi je prenais, mon rôle d'adulte, bien là et qui veut tout gérer et qui veut mais aussi ce rôle de protection quoi, qui est clairement là où en fait on voudrait que notre enfant vive le moins de situations compliquées possible et voilà. Et oui, mais c'est là où je pense que la phrase de Sénèque est importante, je sais pas si vous la connaissez, c'est que la vie, c'est pas d'éviter les orages, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Clairement, Ouais. clairement et j'en suis totalement d'accord et Et convaincue. souvent et souvent dans notre parentalité, on veut éviter les orages. Alors je dis pas qu'après on est obligé de se taper tous les orages, hein, attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est que dans une certaine mesure, beh, les orages, quand ils sont là, bah, vaut mieux apprendre à danser sous la pluie que d'être là et de se dire: «Oh mon Dieu, il y a un orage», quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. J'ai une vraie question pour toi, Marine, c'est est-ce qu'à un moment aussi, tu considères pas non plus que, alors que ce soit par ton statut d'enseignante, par tes compétences professionnelles, ou peut-être aussi par un certain sujet de genre, parce que c'est toi la mère, tu vois, au niveau de la maternité, est-ce que tu te considères pas comme, quand même, le parent référent, la sachante, qui soit est en charge, mine de rien, de ce qui se passe dans la maison, même en termes relationnels et psychologiques, et ou en tout cas qui, c'est celle qui doit, gérer ce qui se passe, même dans la relation qui ne te concerne pas. Les questions de genre, je pense pas du tout. J'ai pas l'impression d'être là-dedans.
Par contre, peut-être quand il s'agit de connaissances et de boîtes à outils par rapport aux recherches que je fais, aux lectures que je fais, aux podcasts que j'écoute, qui font que, clairement, la boîte à outils, il y a rien à faire, elle est plus remplie chez moi et donc j'ai envie de donner un peu toutes mes astuces quand je vois qu'il y a des choses qui se passent et qu'elles auraient peut-être pu être évitées, quoi. Et donc j'ai l'impression de donner plein d'astuces, donner plein de tips et que finalement, parfois, ça sert pas à grand-chose et donc dans ces moments-là, ça me fait un peu râler, c'est vrai. C'est vrai parce que j'aimerais que ça évolue, que ça change et je dis: «Beh, il y avait possibilité de faire autrement, en fait. C'est trop bête, quoi, que ce soit monté comme ça», et donc j'ai envie de donner tous mes livres, j'ai envie de faire écouter tout ce que j'écoute. Et voilà, ça c'est une question aussi de je sais pas si c'est une passion ou autre, mais en tout cas, moi, ça me passionne et donc j'aimerais bien que Romain soit ait envie de lire et d'écouter tout ça. Mais voilà, on n'a pas les mêmes passions à ce niveau-là. Mais donc j'ai envie, avec tout ce que j'ai appris, de c'est peut-être, oui, un petit peu, pas hautain, mais de dire: «Je sais, j'aimerais bien que tu fasses comme moi», quoi. C'est vrai quand je me rends compte que j'arrive à sortir de cette situation très complexe avec notre aîné, j'aimerais bien que du côté de Romain, il y ait des moments où ce soit aussi, ça fonctionne aussi, quoi et qu'il y ait pas qu'avec moi que ça fonctionne. Voilà. Ah, je suis tout à fait d'accord avec elle, si je devais écouter tous les podcasts et tous les livres, je pense que les journées de 24 heures seraient un peu courtes. Parce qu'effectivement, Marine, dès qu'elle a un peu de temps ou quoi, elle met des podcasts et moi, effectivement, j'ai d'autres passions et j'ai beaucoup de mal à rester focus sur une seule activité. Donc j'ai, typiquement 2 écrans sur mon PC, donc il y a toujours quelque chose qui tourne à côté. Quoi que je fasse, que je travaille, que je joue, et cetera, j'ai toujours des choses en plus et écouter un podcast, je le fais de temps en temps, mais je ré genre, ça me frustre un peu dans le sens où je récupère pas l'essence forcément du podcast parce que je suis occupé à autre chose en même temps et que j'aimerais être focus à 100 sur ça, mais j'y arrive pas et point de vue lecture, j'ai beaucoup de mal à me mettre dans une lecture, efficace. Marine sait combien de livres j'ai achetés et que je n'ai pas fini, qui ont des titres qui sont très évocateurs pour moi et très utiles dans ma gestion du temps et cetera, mais que j'arrive pas à finir parce que, ou j'ai d'autres activités ou, je prends pas le temps, en fait, de soit d'écouter un podcast, soit de lire un livre et donc ouais, c'est un petit «conflit» entre guillemets entre nous parce que, Marine, effectivement, accumule, accumule, accumule et moi, je suis un peu à la traîne par rapport à ça et que, elle voit bien que je n'arrive pas à démarrer et rentrer dans le même, cycle qu'elle, quoi. Et je peux pas m'empêcher de me dire qu'à un moment aussi, Marine, a conscience d'une charge et une responsabilité de charge éducative, que toi tu ne prends pas. Non, tout à fait. Non, non, je reste plus de «l'expérimentation» entre guillemets, même si c'est pas vraiment l'expérimentation, mais Après, tu vois, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle, c'est que, bon, Marine, à fond, podcast, lecture, ça te correspond, tu vois, très bien. Le danger qu'il y a quand on accumule les outils, et là, c'est plus ma partie coach qui va parler, c'est de penser que ces outils sont adéquats pour les autres. Et souvent, si tu veux, moi, l'exemple que je prends, c'est que, imaginons que Romain soit gaucher, c'est comme si tu lui disais: «Tiens, prends ma paire de ciseaux de droitier et découpe aussi bien que moi». Et en coaching, en fait, il y a quelque chose, il y a une règle d'or, c'est que on propose les solutions, en tout cas, on aide les personnes à trouver des solutions qui leur sont le plus adaptées. Donc moi, la question que j'ai envie de poser à Romain, c'est: «Oh, Romain, OK, quel support, toi, te plairait?» C'est peut-être ça qu'il faut rechercher, c'est pas: «Est-ce que tu as la volonté?» Alors, premier point, c'est: «Est-ce que tu as la volonté, toi, d'avoir plus d'outils sur ta parentalité?» Tu as le droit de dire non, mais ça veut aussi dire que en disant ça, tu dis gentiment à Marine que, je vais déposer cette responsabilité sur tes épaules et on va continuer comme ça. Mais surtout, si tu as cette volonté-là, c'est quel support, toi, tu trouverais intéressant, peut-être qui n'existe pas aujourd'hui, tu vois, aussi? Est-ce que si demain on sort un jeu vidéo qui transmet... Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question, hein. Est-ce que si demain on sort un jeu vidéo qui transmet des outils de parentalité, c'est quelque chose qui serait plus intéressant, tu vois, un truc un peu ludique, gamifié, avec des trophées, des challenges? Je ne sais pas. je t'avoue que en fait, Marine a eu enfin, pour moi, ça vient aussi en partie de son déclic avec son petit frère et donc elle a eu toute une démarche qui s'est mise en place par rapport à le fait d'élever un plus petit et dans mon entourage, niveau, petit, enfant, il y en a pas. Je suis le 1er à avoir un enfant de la famille et du coup, j'ai très rarement vu ou observé des réactions d'adultes avec des enfants. Pour moi, en tout cas, je fonctionne beaucoup par l'observation et donc là, je devrais peut-être un peu plus observer Marine pour le coup, mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer un support qui me convienne réellement. Alors, parce que même les posts sur Instagram, bon, j'y suis pas beaucoup, mais j'y suis un petit peu.
j'ai pas l'impression que ça me concerne directement, si tu veux. Dans ma situation, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait modifier parce que j'ai pas le côté, «empirique» entre guillemets que où j'ai vécu moi et c'est là où il y a un blocage chez moi, c'est d'avoir besoin de vivre l'activité, mais en même temps de ne pas avoir d'outils pour faire autrement que ce que j'ai vécu avant et donc je suis un peu dans un cul-de-sac où, je sais très bien que ce que je fais n'est pas bon, que je dois faire autrement, mais je ne trouve pas ou je ne cherche pas d'autres outils pour faire autrement. Et donc j'arrive toujours dans ce cul-de-sac et bah, ça finit par exploser. Donc là, actuellement, j'ai aucune idée de quel support ou alors faudrait que je passe entre guillemets, du temps avec, Marine et les enfants, à observer comment il y a des réactions, mais c'est quand on est ensemble et qu'il y a des moments c'est généralement très peace et les moments qui sont conflictuels, beh, ça arrive pas si fréquemment que ça et donc j'ai pas «matière à apprendre» entre guillemets, ou en tout cas pas assez selon moi. Je te coupe Hem, juste par rapport au temps que tu passes avec les enfants. Tu es oui, présent, tu es un papa présent, oui, ça on peut pas je tu es passe pas mon temps présent. à t'observer en Non, mais je veux train pas non plus être un non, outil scientifique, que tu m'observes, c'est pas du tout le but. Mais ta présence, tu es un papa qui est très présent. j'essaye en Tu tout as cas au tu maximum, ouais. voilà. Dans vos métiers, je suppose que vous devez acquérir des compétences nouvelles. Quand tu dois acquérir une compétence nouvelle qui n'a rien à voir avec la parentalité, tu fais comment, Romain? La partie, formation théorique, avec les slides et cetera, c'est en général quelque chose qui, bah, voilà, s'accroche pas énormément. Mais quand j'ai l'appareil ou la machine devant moi et que, je vois comment la machine fonctionne, c'est beaucoup plus facile pour moi de rentrer et d'appliquer la théorie, mais comprendre un enfant de 5 ans, pour le coup, pour moi, c'est un peu compliqué, de voir comment elle réagirait et cetera, quoi. Moi, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que, te concernant, il y a visiblement une volonté d'évoluer, mais qu'en tout cas, la méthodologie pour acquérir de nouvelles compétences, t'en trouves pas qui te convient. Ou en tout cas, c'est un peu laborieux. Bah, c'est un message à tous les spécialistes de la pédagogie parentale, hein, vous voyez. Non, mais parce que non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que et je vais un petit peu prêcher pour pour la paroisse des pères, même si j'en suis le contre-exemple et l'exception qui va confirmer la règle, puisque j'ai lu beaucoup de livres et écouté beaucoup de podcasts aussi. Mais très concrètement, moi, la plupart des pères avec qui je parle, en fait, ils sont dans ton cas. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ont pas envie d'évoluer. Après, il y a un certain côté confort pratique, hein, un privilège de laisser l'autre faire, qu'il faut pas nier, hein, non plus. Mais pour contrer cette dose de confort, en fait, il faut réussir à avoir une attractivité de la méthodologie qui est au moins équivalente, si tu veux. Donc là, j'utilise quelques mots de pédagogie de formation, mais et aujourd'hui, en fait, il y a pas cette offre-là. Que ce soit pour les pères ou les mères, en fait, hein. C'est quelque chose qui est quand même très scolaire, tu vois? Je veux dire, tu écoutes des cours comme tu écoutes des podcasts, tu lis des livres, il y a quelques documentaires, mais il y a rien d'autre qui est pensé. Donc je pense que, bah, il y a peut-être un truc à faire et en attendant, le gros challenge que vous allez avoir vous, ça va être de faire ça. Il y a d'autres astuces qui existent et qui peuvent vraiment être, alors que j'ai jamais fait en parentalité, mais que je faisais avec les jeunes managers que je pouvais avoir à mon entreprise. Alors, ils savaient que ça allait arriver, mais ils savaient pas quand. C'est les filmer. Et c'est aussi quelque chose que je faisais dans le handball, bien sûr, parce que j'étais un arbitre de handball de haut niveau. Ensuite, j'ai formé des arbitres. Et moi, l'ayant vécu, quand tu te vois à la vidéo, tu sais, quand on te dit, ouais, t'es un peu, franchement, t'as vraiment l'air hautain avec les joueurs quand tu leur mets une sanction. Moi, c'est quelque chose qu'on m'avait dit. Et j'étais là, ouais, attends, c'est bon, tu sais. Ça va. Et en fait, quand tu te vois, en effet, avec ton air là, très grand, bon, moi, en plus, tu vois, je suis très grand, bah, ça fait un électrochoc, tu vois? Et de la même manière, il y a certains jeunes managers, je leur expliquais que quand même, ils parlaient un peu aux collaborateurs et collaboratrices comme si c'était vraiment enfin, presque parfois pas des humains, si tu veux. Enfin, il y avait vraiment un sujet de dignité non respecté, qui me disaient: «Ouais, mais c'est bon et tout». Je leur dis: «Écoute, si tu veux, un jour, on fera un exercice, je te préviens, je te dis pas quand, mais je te filmerai. Merci les téléphones avec la vidéo», tu vois? Et je te garantis que quand tu vois, j'en ai même déjà qui ont fondu en larmes, hein, si tu veux, dans l'exercice, parce qu'ils se voient en disant: «Mais non, mais moi je respecte les gens, comment ça se fait que je leur parle comme ça?» tu vois? Et là, on peut avancer. Donc je dis pas que c'est ce qu'il faut que vous fassiez, je pose juste des pistes, si tu veux, peut-être de choses un petit peu moins conventionnelles, tu vois? Peut-être que c'est pas Marine que tu as besoin d'observer, mais peut-être que c'est toi que tu as besoin d'observer. Je pose ça là, c'est une idée parmi d'autres. En tout cas, ce que je retiens, c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a pas d'option, de méthodologie pédagogique parentale, on va dire, qui te correspond et que ça serait peut-être bien qu'on commence un peu à creuser sur ce sujet-là. Ou alors il faudrait que je mette un peu plus de, entre guillemets, «de bonne volonté» à écouter des podcasts et lire des livres, mais c'est vrai qu'avec, les activités que j'ai à faire et cetera, enfin que j'ai à faire, hein, c'est pas comme si c'était une obligation, c'est moi qui ai aussi envie de passer un peu de bon temps, perso et cetera. Mais, c'est vrai que
que je pourrais essayer de déjà au moins creuser une partie, mais les outils que tu m'as parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui sont facilement, utilisables et qui me correspondent aussi en soi. Donc c'est pas je veux dire, à les mettre en place me ne demandera pas un effort, surhumain. Il y a un petit côté dans la tête de Marine, excuse-moi, je te coupe, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de se dire: «Tu te fous de ma gueule là ou?» parce que moi, je t'en ai déjà parlé de ces outils. J'en ai déjà parlé et puis Romain est plein de bonne volonté. C'est dans le Ouais, la moment durée. oui, dans le moment vraiment, tendu, où finalement, on a envie de faire plein de choses et puis finalement, les automatismes reviennent très vite, quoi. Ouais. Et donc à chaque c'est ça qui est très difficile aussi, c'est qu'on se dit: «Ah ça va changer» et puis hop, on est de nouveau dedans, quoi. Bah, tu sais, en coaching, il y a ce qu'on appelle les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, accessibles et réalisables dans un temps donné. Un exemple d'objectif SMART, si toi, Romain, tu vas acquérir des connaissances pour pouvoir les mettre en pratique, c'est aujourd'hui, par semaine, tu joues combien de temps aux jeux vidéo? En général, c'est durant la sieste, du plus petit, donc je dirais, ouais, entre 10 et 15 heures, par semaine, Est-ce que pour un début, pour un démarrage, on n'est pas en droit de se dire que sur ces 10 et 15 heures par semaine, tu vas consacrer plutôt une demi-heure, c'est-à-dire tu vas juste enlever une demi-heure de ce temps consacré à des jeux vidéo qui te font du bien, hein. J'ai aucun débat là-dessus, je joue moi-même, je sais ce que ça apporte les jeux vidéo, mais est-ce qu'on peut pas se dire de manière très, rationnelle: «Je vais prendre une demi-heure sur ce temps, de jeux vidéo», qui correspond quand même à une toute petite partie, par semaine, pour commencer alors des podcasts ou ce que tu veux, des livres, ce que tu veux, mais que tu vas consacrer au développement de techniques et de compétences parentales potentiellement, tu vois? Oui, effectivement. Après, c'est vrai que sur le moment même, la demi-heure à placer, vaut mieux la placer en une fois parce que sinon, écouter 10 minutes de podcast, c'est pas très pas très Ça, c'est toi utile. qui gères. Ouais, Tu vois? mais ouais, ouais, c'est ça. Beh, après lecture, clairement, ce sera pas possible, vu je l'endors encore en portage, donc clairement, tout ce qui est sur le PC est beaucoup plus facile d'accès. Mais oui, en soi, c'est envisageable, de mettre une demi heure, de temps de podcast ou autre, Écoute, moi, ce que je te propose, c'est, on est le 18 janvier. L'épisode, il va sortir au mois d'avril, à peu près. Moi, ce que je te propose, si tu veux, c'est si cet objectif-là, ça te va, on fait le point avant la sortie de l'épisode. Potentiellement, je te dirais de me dire si ça a marché, pas marché. Et on se dit que, tu vois, donc spécifique, mesurable, accessible, réalisable dans un temps donné. Donc spécifique, on l'a. À toi juste de caler le type de support que tu préfères pour que ce soit vraiment très spécifique. Après, tu peux varier. Mesurable, bah, c'est simple, hein, est-ce que tu as au moins une demi-heure par semaine consacrée au développement de tes compétences parentales? Ou en tout cas à l'acquisition de connaissances plutôt. Accessible, bon, a priori, tu as accès à tous les supports disponibles et j'ai cru comprendre que Marine, en plus, avait sûrement des suggestions à te faire. Et réalisable, tu l'as dit toi-même, ça peut être réalisable ensuite peut-être dans des modalités qui seront différentes selon les semaines, donc soit une demi-heure en une fois, soit 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et dans un temps donné, ce que je te propose, c'est que bah, t'as qu'à démarrer la semaine prochaine et on fait le point, disons que tu essaies de faire ça 2 mois d'affilée, quoi. Et on voit ce que ça donne dans la durée. ouais, oui, plaisir. Est-ce que tu es chaud pour ça? Ah ouais, tout à fait. Tu vois, ça, typiquement, c'est le genre de petites choses. Je dis pas que ça va vous changer la vie, mais en fait, c'est potentiellement, si tu veux, sont des petits trucs et sur lesquels vous allez peut-être même, ce qui peut être très intéressant aussi, c'est que vous écoutiez, en tout cas que tu partages des contenus que Marine a déjà écouté, et que vous en reparliez, parce que échanger sur vos points de vue respectifs là-dessus, ça peut être super intéressant, tu vois. Et non pas dans l'esprit, il y en a un qui a tort ou raison, tu vois, mais dans l'esprit, comment est-ce que toi tu as vécu le truc, tu vois. Donc voilà, on a déjà beaucoup parlé. Il y a quelques petites techniques qui ont été fournies comme ça. Est-ce que, juste, il y a un point que vous avez évoqué qui m'a interpellé, c'est la différence de comportement entre les deux enfants. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez chez tous les deux, en tant que parents? Et si c'est pas le cas, ou si c'est le cas d'ailleurs, comment est-ce que chaque personne l'explique? Pour moi, c'est clairement lié à l'âge. C'est pas du tout le genre. Pour moi, le genre vraiment n'a rien à voir là-dedans. Mmh. Pour moi, c'est vraiment l'âge parce que justement, Romain avait la même attitude avec, notre aînée quand elle était petite que maintenant avec, notre petit. Donc je pense que c'est vraiment une question d'âge où il y a cette volonté de protection et où il y a rien à faire. Un enfant en dessous de 3 ans s'affirme, moins qu'un enfant qui a plus de 3 ans et demi et qui, je ne sais pas s'il s'affirme moins, mais en tout cas, il s'affirme différemment et je pense que pour Romain, l'âge 0-3 est plus simple à ce niveau-là. Donc je pense que ça se joue plutôt en termes d'âge, vraiment pas le genre. Tu dis toi, Ouais, mais non, non, moi, que ce soit ma fille ou mon fils, ça reste, ma bataille, comme on dit.
Ouais, je pense que c'est le fait des interactions aussi, de ce côté insécurité de leur relation, enfin, je devrais me détacher aussi par rapport à ça, hein. En tout cas, quand il y a vraiment aucun risque de se blesser, etc. Je pense que c'est ça qui est déclencheur et qui fait que sinon, en soi, que ce soit ma fille ou mon fils, pour moi, enfin, je les vois de la même manière. Mais après, la réaction, c'est juste le lien qu'ils ont entre eux deux, enfin, en tout cas, surtout notre grande sur le plus petit, qui justement sait pas se défendre encore tout à fait, son consentement n'est pas écouté. Donc c'est tout ça qui fait que, à mon avis, ça vrille un peu plus de mon côté par rapport à elle, plutôt qu'elle à proprement parler, quoi. Je comprends. Bah écoute, du coup, il y a quelques petites pistes qu'on a données aujourd'hui sur comment travailler, que ce soit le consentement, les comportements positifs, etc. Hâte de voir comment tout ça évolue. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. C'était très chouette. Avant de se quitter, voyons voir si Romain a pu respecter l'objectif qui s'était fixé, que nous avions fixé ensemble, un objectif qui se voulait spécifique, mesurable, accessible et réalisable dans un temps donné. Eh bien, quelques temps après, donc le 3 avril, j'ai eu des nouvelles de Romain, on a discuté un petit peu, et il m'a informé de comment cet objectif avait évolué. Là, le truc, c'est qu'il m'a dit, on avait dit 30 minutes par semaine. Donc, non seulement il les a fait, mais en plus, maintenant, il a plutôt évolué à 1 heure par semaine, en fait, voilà, de découverte, de support, de différentes informations, outils. Et il me dit que j'avoue ne pas avoir vu de gros changements dans sa façon de gérer le souci, parce que c'est quelque chose qu'il a identifié comme étant plus interne, en fait, en faisant ce petit parcours-là. Et donc, ça lui a mis le pied à l'étrier, et du coup, là, il a une nouvelle psy avec qui il va commencer une thérapie prochainement. Donc bravo, bravo Romain, parce que non seulement tu es allé au-delà de ce qu'on avait prévu, il est allé au-delà de l'enfance des outils pour accompagner les enfants, etc. Il s'est aussi intéressé à ce qu'on pouvait dire sur le couple, et notamment pour prendre en considération les tâches entre guillemets invisibles, dont on parle notamment aussi là-dedans. Et aussi donc du coup pour trouver des outils pour accompagner les crises de sa fille. Ça reste assez fluctuant, il me dit, mais c'est vrai que l'objectif là en fait il sent bien qu'il y a un truc qui se passe en lui, et donc l'objectif c'est avec la psy. Donc, vous voyez, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on est parti d'un objectif smart, comme on dit dans l'épisode, et ça lui a mis le pied, en fait, à l'étrier pour essayer d'aller plus loin, pour essayer d'aller creuser plus, parce qu'il a bien vu qu'il y avait quelque chose. Donc, bravo Romain d'avoir fait ce parcours. Des fois, vous savez, en coaching, des fois, il y a une phrase que j'aime bien qui dit le premier pas, c'est 50% du chemin. Comme quoi, vous voyez, c'est assez vrai. Alors du coup, j'ai aussi eu des nouvelles de Marine. Alors Marine, c'est vrai qu'on avait eu un petit échange en off ensuite sur quelques petites situations avec sa fille. Donc elle m'expliquait que le matin, c'était beaucoup plus serein, même si on peut toujours espérer que ce soit plus rapide, mais voilà, ça prend du temps. Donc ça c'est chouette. On avait aussi parlé d'enforcement positif en off. Et du coup, en fait, pour l'instant, il n'y en a même pas besoin. Donc vous voyez comme quoi ça tient parfois à peu de choses. Elle me disait que par rapport justement de la relation de Romain avec leur enfant, ben voilà, elle a fait le même constat, voilà, il a pris conscience des schémas. C'est très complexe hein, d'en sortir, bien entendu, et que du coup, il avance avec la psy, et que eux-mêmes, pour leur couple, en fait, voilà, c'est devenu un vrai sujet, donc il y a une vraie prise de conscience en ce moment. Et comme il y a une certaine peur du conflit, voilà, il y a une petite fuite pour essayer de l'éviter, mais ça va avancer tranquillement, donc bravo, c'est important, je pense que c'est vraiment important. Bravo Romain, bravo Marine. C'est une chouette démarche. Ça sera cool de prendre des nouvelles, dans quelques temps, je pense, pour refaire un point étape, et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt!